Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors, le président du Sénat, Léon Kengo, le président du Sénat, Alexis Thambou Mambé, actuellement, mais en tout cas son prédécesseur, Léon Kengo Wadondo, vient de faire son entrée. Vous le voyez, il a pris de l'âge certes, mais il garde encore toute sa lucidité, cette personnalité dont on vient de parler, dont on parlera encore davantage au cours de ces minutes que la radio-télévision nationale congolaise vous consacre pour vous faire vivre ces moments historiques. Ce livre, Kengo Wadondo, Ma passion de l'État, qui en fait est une synthèse de cette histoire ô combien riche de Léon Kengo Wadondo dans ses différentes facettes. Procureur général de la République, il a été premier commissaire d'État, il a été président du Sénat, il a été, Léon Kengo Wadondo est un acteur majeur, un acteur important de ces 40 dernières années de la vie politique en République démocratique du Congo, vie politique ou au service de l'État qu'il a commencé depuis les années 60, la décennie 60. Aujourd'hui, Léon Kengo Wadondo totalise 61 ans de vie politique depuis 1950. Au jour de 1959, quand il entre dans ces milieux, dans ces méandres politiques, Léon Dada Chabani. Effectivement, M. Léon Kengo Wadondo a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles et il a été... Léon Kengo Wadondo, heureux récipiendaire et président honoraire du Sénat, honorable président du Sénat, honorable présidente de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. À l'occasion de la double cérémonie du vernissage du livre et des décorations de l'honorable Léon Kengo Wadondo, le programme établi pour la circonstance se présente comme suit. Nous allons chanter l'hymne national. Après l'hymne national interviendra la première partie de la cérémonie consacrée au vernissage du livre intitulé « La passion de l'État », préfacé par le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Au cours de cette première cérémonie, interviendront tour à tour M. Emmanuel Keto, premier président de la Cour d'appel émérite et ancien conseiller du président Léon Kengo Wadondo, pour la présentation du livre pendant 30 minutes. Présentation suivie d'un intermède musical avec Madame Arly pendant 5 minutes. Le sénateur Célestin Kabouya Lumuna Sando, sociologue et professeur à l'Université de Kinshasa, pour la lecture critique du livre pendant 20 minutes. L'honorable Léon Ngoulou, ami de l'honorable Léon Kengo Wadondo, pour un premier témoignage pendant 10 minutes. Et l'honorable Gilbert Kiakwama Kiakiziki, aussi ami de l'honorable Léon Kengo Wadondo, pour un deuxième témoignage pendant 10 minutes aussi. Immédiatement après ces interventions, le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mambé,
prendra la parole pour le mot des circonstances et le baptême du livre. Et pendant 10 minutes, nous aurons l'intermède musical avec la chorale Luc Gillon. Le chancelier des ordres nationaux interviendra pendant la deuxième cérémonie pour l'heureux récipiendaire. Au terme de cette double cérémonie, un cocktail dînatoire sera offert dans le hall juste devant la salle des congrès. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à se lever pour chanter l'hymne national. Président du Sénat, qu'il plaise à votre autorité de bien vouloir prendre la parole pour le mot des circonstances, le baptême de livre et la remise du bouquet de fleurs. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Éminence, Cardinal Mosengo, Maman Eliane, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres, qualités et grades, nous sommes ici réunis pour rendre un vibrant hommage, mais également exprimer notre gratitude à un homme dont le parcours rejoint inexorablement l'histoire de notre pays. Ce parcours élogieux, dont les prémices sont jalonnées de cheminements solitaires et difficiles, portés par des convictions et un idéal, c'est celui de servir la nation. Nous sommes ici pour faire honneur à un homme qui a choisi de mettre ses compétences et son énergie à la disposition de la collectivité. Et ce, malgré les embûches nombreuses, les sacrifices et obstacles qui accompagnent la vie de ceux qui empruntent le chemin de l'excellence et de la détermination dans l'exercice de leurs fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées. Je vais donc me lancer dans un exercice délicat, mais nécessaire, celui de saluer l'itinéraire impressionnant de cet homme que j'ai le privilège de connaître depuis presque 40 ans. Cher Monsieur Kengwa Dondo, 40 ans. Cela tisse des liens particuliers et des sentiments partagés entre le respect pour l'homme d'État que vous incarnez, mais également une affection certaine pour l'homme dans toutes ses dimensions. En cette année 2020, où vous totalisez 62 ans de vie publique et politique, notre pays célèbre ses 60 ans d'indépendance. Cette longévité impressionnante qui est la vôtre fait de vous un témoin
incontournable de l'histoire politique de notre nation, pour laquelle vous avez, à bien des égards, incarné l'image digne d'un sens aigu du respect de la chose publique et des textes régissant notre patrimoine commun, la République démocratique du Congo. Qualités intrinsèques qui devraient habiter toute personne qui embrasse une carrière politique. En effet, votre parcours n'a été en rien un long fleuve tranquille. Léon Okengo Adondo, la passion de l'État, en fait une édifiante illustration. Ce récit biographique nous plonge dans cette période coloniale, à Libengue, où vous avez vu le jour. Les débuts modestes de ce jeune garçon mulâtre ne laissaient présager le destin qui serait le sien. Votre histoire se révèle donc comme celui d'un véritable combattant. Votre passage à l'école primaire de Libengue, puis au groupe scolaire de Coquillateville, en passant par l'école buissonnière de Moncoteau, ainsi que votre arrivée à Léopoldville, afin de parfaire votre cursus, démontre remarquablement votre hargne à réussir et à déjouer les affres du sort. Votre capacité d'adaptation évolue pour obtenir d'abord votre diplôme d'études judiciaires, ensuite votre doctorat en droit, ainsi que votre licence spéciale en droit maritime, aérien et des espaces à l'Université libre de Bruxelles sont des exemples positifs de la réussite d'un jeune homme face à l'adversité. Il s'agit là de véritables leçons de vie pour la jeunesse de notre pays. Démonstration d'une volonté tenace, ne souffrant d'aucun relâchement malgré les contrariétés et enseignement sur l'exigence d'une formation soutenue sans laquelle aucune ambition ne peut être suivie d'une réussite pérenne. En effet, la réussite d'une vie s'écrit à l'encre de l'effort et des sacrifices. Et le destin d'un homme ne peut s'accomplir sans sa propre volonté. Charles de Gaulle disait « On ne fait rien sans les grands hommes » et ces derniers le sont car ils l'ont voulu. Fin de citation. Je me dois également de rendre hommage à votre résilience. De vos débuts professionnels en tant que secrétaire titulaire du parquet de district de Léopoldville en juillet 1960, à votre nomination en tant que procureur général de la République, puis aux différents postes prestigieux que vous avez occupés, tels que président du Conseil judiciaire, premier commissaire d'État à 2 reprises, ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, premier président de la Cour des comptes, premier ministre de transition et enfin président du Sénat. Vous avez fait montre de pugnacité, d'une force de caractère inspirante et d'une constance certaine dans votre engagement à servir cette nation avec passion. Je puis dire sans embâche qu'un tel parcours ne pourrait être le fait du hasard
ou des malencontreux accidents du destin, mais plutôt la résultante d'un travail acharné, d'une vision de grandeur, d'un sens réel de l'État et de ses exigences. L'histoire de notre pays retiendra que vous êtes le seul homme politique à avoir dirigé 3 institutions du pays, à savoir le pouvoir judiciaire, le gouvernement et la haute chambre du pouvoir législatif. Il me faut aussi parler du meneur d'hommes que vous êtes. Winston Churchill disait « Ce qui caractérise un grand homme, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontre. » En effet, il est de ces personnes qui, par leur aura, leur capacité à fédérer les énergies, à dénicher les compétences et à les mettre au service d'une cause, impacte l'histoire. Ayant eu le privilège de travailler à vos côtés, je puis en faire le témoignage. Je me souviens de ces longues heures passées ensemble, avec quelques amis dont plusieurs sont ici présents, où vous nous enseignez les principes moraux qui devraient caractériser quiconque assume une charge publique. Au cours de l'une de ces rencontres, vous m'avez dit, Alexis, ne monnaie jamais ta signature comme le font tant d'autres. Je me souviens de la création de l'UDI et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Vous aviez porté votre choix sur ma personne pour présider notre parti, alors que vous auriez pu légitimement et naturellement devenir vous-même le premier président de l'UDI. Je rends enfin hommage à l'homme discret et pudique, car vous avez également eu votre lot de blessures intimes. Mais je ne ferai que survoler cet état de fait, car l'homme que vous êtes a toujours mis un point d'honneur à préserver une certaine pudeur sur sa vie privée. Cependant, je salue le courage qui a toujours été le vôtre face à l'adversité. En ces lieux, vous avez présidé pendant 12 ans la Chambre haute, et dont j'ai à présent la lourde charge de mener la destinée. Vous y avez laissé une marque indélébile. En effet, comme il a été dit, près de 250 lois ont été votées sous votre présidence. Cependant, je soulignerai surtout vos qualités humaines de conciliateur, mettant au profit du Sénat votre longue expérience. Je terminerai ce survol de vos multiples facettes en disant que la précarité, le pouvoir, l'exil, vous avez tout connu, tout affronté, et l'on peut dire tout vaincu. Comme je l'ai indiqué au début de mon allocution, vous célébrez les 60 ans de vie publique et politique au moment où notre pays célèbre ses 60 ans d'indépendance. Et tout comme vous l'avez fait en posant vos mémoires dans un ouvrage, notre pays est à l'heure du bilan. Ce bilan permettra aux générations présentes et futures une critique éclairée de notre passé, une gestion positive du présent et une préparation responsable du futur, afin que certains égarements du passé ne se produisent plus. Ce bilan
loin d'être une finalité, est plutôt une étape permettant à notre nation de regarder son histoire en face et de se projeter dans l'avenir. À ce titre, votre autobiographie revêt un caractère symbolique, celui d'un passage à témoin. C'est pourquoi je pense que certaines vies, certains parcours se doivent d'être comptés, principalement lorsque ces derniers sont intimement liés au destin d'un pays, à l'histoire contemporaine d'une nation, et s'inscrivent de ce fait dans notre mémoire collective qu'il nous faut construire. Cela est un devoir, une responsabilité qui incombe tout particulièrement aux hommes d'État. Je conclurai mon propos par cette pensée. La vie n'est rien d'autre qu'une succession d'histoires qu'il nous faut vivre et écrire. Je vous en souhaite encore beaucoup de ces histoires à écrire. Et maintenant, j'ai l'immense honneur de baptiser Léon Kengo Adondo, la passion de l'État, en lui souhaitant plein succès. Le livre. Oui, le livre. Yamefanyizwa ya kubatiza kitabu kilioandikwa na Léon Kengo Adondo kufuatana na muda wa kazi yake katika siasa, miaka 62 ya kimaisha hivi ya siasa, na leo hii ametimiza miaka 85. Ni kusema kwamba anatumikia nchi mingi kabisa zaidi, ndio wanapenda kumpatia sifa hiyo ya kusema kwamba anatumikia nchi siku nyingi. Pia ataweza kupewa meshani ya sifa, meshani ya kazi ambayo ameweza kufanya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni furaha kubwa kabisa kwa kuweza kumwinua presidenti wa zamani wa baraza la wazee Léon Kengo Adondo katika kitabu chake, na kisha baadaye wataweza kumfika meshani za sifa ya kuweza kumwinua mtu mmoja alitumikia nchi nyingi miaka mingi, na alitumikia katika viti mbalimbali. Kusema alikuwa waziri mkuu wa zamani wakati wa uongozi wa Mobutu, alikuwa mwanzi mkuu, alikuwa balozi wa ufalme wa Beljiji, alikuwa akitumika kabisa kazi mbalimbali. Na tunaona mke wake alikuja katika sherehe hiyo ya kuweza kubatiza kitabu cha mumewe, ambaye aliandika maisha yake yote ndani ya kitabu hicho, yenye aliweza kufanya katika siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alianza kutumika kazi ya ngali muloko sana, ndio ni sifa kabisa, na watu ambao waliweza kupewa sifa ni wale ya kuona kwamba alikuwa na upendo wa nchi na kuitumikia muda wa maisha yake yote, na alikuja na watoto wake na mke wake na watu wengine na marafiki yake waliweza kushuhudia tu kutokana tu na kazi ambayo Kengo Adondo aliweza kufanya. Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés présidents de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, nous voici
dans ces beaux cadres du Palais du Peuple, où dans quelques instants, il sera procédé à la remise des insignes des grands cordons de l'ordre national et héros nationaux au président honoraire du Sénat, M. Léon Kengo Wadondo, par son Excellence, M. le chancelier des ordres nationaux. Avec l'autorisation de son Excellence, M. le chancelier des ordres nationaux, l'amiral Damas Kaboulo, je m'en vais vous présenter le programme de la cérémonie de décoration de ces jours. 1. Entrée cordon d'honneur de la chancellerie des ordres nationaux. 2. Lecture de l'ordonnance de nomination au grade des grands cordons par les conseillers juridiques du chancelier. 3. Lecture des paroles sacramentelles suivies de la décoration proprement dite par son Excellence, Monsieur le chancelier des ordres nationaux. 4. Clôture de la cérémonie. 5. Retrait, cordon d'honneur et 8. Enfin 6. Photos souvenirs. À présent, nous invitons à ce micro les conseillers juridiques de la chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Coordonnées en place. Garde à vous. Droite alignée. Main. Gardez. À vous. Corps de frère. Présentez. Armée. Musique. Pas cérémonial. En avant. Main.
Guide à droite. En avant. Va. À droite, front, repos. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Droite alignée, front. Gardez à vous. Faites porter les armes. Portez armée. Musique, ouvrez le banc. Musique, ouvre le banc. Arme. Arme. Pied. Repos. Ordonnance numéro 20, barre 068, du 9 juillet 2020, portant admission dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi, numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 84, vu la loi numéro 009, barre 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national, héros nationaux, tel que modifié et complété par le décret-loi numéro 012, barre 2003, du 30 mars 2003, spécialement ces articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051, barre 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6, alinéa 1er, considérant le mérite de l'intéressé, remarqué à travers les loyaux et éminents services rendu à la nation congolaise pendant 60 ans. Soucieux de récompenser le sens élevé du respect aux devoirs patriotiques d'y concerner, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand cordon, l'honorable sénateur Léo Kengo Wadondo. Article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 9 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 9 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur
Désiré Casimir Kolongele Eberande, directeur de cabinet ad intérim. À présent, nous appelons les chanceliers des ordres nationaux pour procéder à la décoration proprement dite. Monsieur Léon Kengo Adondo, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers lui, le peuple congolais tout entier, et en vertu des pouvoirs qui nous sont confrères, nous vous élevons à la dignité de grands cordons de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendus à la nation congolaise. Kabila Lumumba, et là c'est la décoration qui est en train d'avoir lieu. L'ordonnance a été lue tout à l'heure. Donc Léon Kengo Adondo, la République salue le travail immense rendu à la République par cette illustre personnalité, et ça n'arrive pas tous les jours. De son vivant, la République s'est arrêtée un moment pour saluer le travail qu'il a fait pour son émergence. Cet homme de rigueur, connu en tant que tel pour ses méthodes, pour son sens élevé de la rigueur partout où il est passé, et très souvent on garde de lui l'image d'un premier ministre austère. Il est connu comme procureur général de la République qui a impulsé une révolution dans la magistrature. Tout cela a été rappelé ici par différents témoins de l'histoire, comme Gilbert Kiakoma Tekiziki, mais aussi Léon Ngoulou, sont passés chacun à son tour pour raconter cette personnalité et son œuvre. L'histoire. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Droite alignée, mort. Gardez à vous. Faites présenter les armes. Ensemble, présentez. Armée. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Président du Sénat, Hallelujah.
Veuillez vous rasseoir. Musique. Gardez-vous. Droite alignée. Marche. Gardez à vous. À gauche, à droite. Front. En avant. Marche. Doucement. Honorable Léon Okengo Adondo, président honoraire du Sénat. Honorable président du Sénat, Auguste Assistance. Nous voici arrivés au terme de la cérémonie de ce jour. Nous allons suivre le chant d'Alléluia avec la chorale Luc Gillon, qui sera immédiatement suivi de quelques 10 minutes de la vente dédicace du livre. Et après, nous inviterons l'honorable Léon Okengo Adondo, l'honorable président du Sénat, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, le premier président du Conseil d'État, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, le président du Conseil économique et social, les membres du gouvernement ici présents, pour une photo de famille juste à l'extérieur de cette salle. Nous suivons d'abord le chant d'Alléluia et nous aurons quelques 10 minutes pour la vente dédicace du livre. Merci. Symboliquement, le président Okengo Adondo va remettre un livre dédicacé au président du Sénat et un autre à la présidente de l'Assemblée nationale que nous invitons au niveau du podium. Voilà.
Dans quelques minutes, nous allons laisser la place pour la photo de famille à l'extérieur. Nous signalons que les stands avec des livres ont des cachets dédicaces sur place. Vous achetez et on met les cachets sur place. Nous invitons l'honorable Léon Kengo-Adondo, l'honorable président du Sénat, l'honorable président de l'Assemblée nationale et tous les présidents, les chefs de constitués, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat, les chanceliers des ordres nationaux, le cardinal Laurent Mosengo et les membres du gouvernement ici présents, sans oublier le président du Conseil économique et social, de se diriger vers les lieux indiqués pour la prise de la photo de famille. Maman Eliana accompagne Papa Léon Kengo-Adondo. Sans plus tarder, nous invitons M. Emmanuel Keto, premier président de la Cour d'appel émérite et ancien conseiller du président Léon Kengo-Adondo pour la présentation du livre. Donc, je vous ai dit tantôt que Prince Mopoy et Feza Kalungola sont ici avec nous pour faire vivre cet événement en langue nationale. Honorable M. Léon Kengo-Adondo, heureux récipiendaire et président honoraire du Sénat, Madame Léon Kengo-Adondo, Eliane, honorable président du Sénat, honorable présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Éminence le cardinal, et vous tous, distingués invités, en vos grades et qualités. La cérémonie qui nous réunit ce jour porte sur le vernissage du livre intitulé Léon Kengo-Adondo, La Passion de l'État, paru aux éditions L'Harmattan. Avant tout propos, l'honorable président du Sénat honoraire, auteur de l'ouvrage, salue et remercie tous ses invités pour leur présence nombreuse à cet événement. Ceci témoigne de leur attachement à sa personne et de l'intérêt qu'ils portent à cet ouvrage. Distingués invités. En Afrique, la fabrication du tam-tam s'effectue dans le secret de la forêt. Mais lorsque l'ouvrage est accompli, on l'expose à la place du marché pour la plus grande allégresse de tout le village. Je suis de ceux qui sont venus à la place du marché participer à l'exaltation que procure le battement du tam-tam. Tout en présentant l'ouvrage, j'interviens aussi en tant que lecteur pour livrer ce que j'ai ressenti et retenu de cette lecture. Ce livre tant attendu constitue le témoignage le plus vivant du parcours de l'auteur et de ses actions au service de la nation. Il rend en substance ce que M. Léon Kengo-Adondo est, ce qu'il sait, ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu. Du haut du perchoir, il lâchait quelquefois avec nous. Qu'est-ce que je n'ai pas vu?
Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Les réponses à toutes ces questions se trouvent formulées dans cet ouvrage. En parcourant l'ouvrage d'abord de façon cursive, j'ai réalisé qu'il n'était pas destiné à une lecture en diagonale. Je l'ai alors décortiqué en intégrant dans sa sémantique, autrement dit, dans le sens profond des unités linguistiques utilisées, que se sont déployées devant de cet enfant de Libéré, venu au monde le 22 mai 1935. À travers des voyages jonchés de tribulations, mais aussi d'instants de répit, il parcourt plusieurs contrées des anciennes provinces du Congo et de l'Équateur. Les écueils franchis, ajoutés à la rigueur de ses encadreurs, contribuent à affermir sa personnalité et à forger sa combativité. Pareil à un nageur perdu au large, il doit mesurer sa force brasse par brasse pour atteindre le rivage. Nous le retrouvons à Mbandaka où, en 1958, il termine son cycle secondaire qu'il couronnera plus tard par un diplôme d'études judiciaires à l'École nationale de droit et d'administration. À la fin de cette étape liminaire, force nous est de retenir que c'est à travers les difficultés rencontrées et surmontées que l'homme se réalise et aiguise ses armes pour le combat de la vie. Dans sa leçon publique, dispensée à l'UPC le 20 janvier 2018, lors de son exaltation comme docteur honoris causa, M. Léon Kengo-Adondo avait proclamé, je cite, « Je partage le courant existentialiste chrétien de Karl Jaspers et de Gabriel Marcel, qui place l'homme, image fidèle de Dieu, au centre de la société. L'homme n'est pas le jouet du destin. Il a la pleine responsabilité de construire sa personnalité pour donner un sens à sa vie. » Fin de citation. Muni donc de son diplôme de secondaire en 1958, le jeune Léon descend à Kinshasa en compagnie de sa grand-mère. Il s'installe chez son grand-oncle à Mirindiri, où il se marie la même année avec l'épouse de sa vie, sa compagne de tous les temps, l'inamovible maman Eliane. Mais, pour éviter les humeurs de son grand-oncle qui devenait morose, il terminera sa construction à Bandal et s'y installera avec son épouse et sa grand-mère. Il commence sa carrière judiciaire en 1958. Malgré un début prometteur dans la magistrature, le jeune Lubitsch est hanté par le démon du perfectionnement. En 1962, il s'envole pour l'Université libre de Bruxelles, où, en 1967, il décroche son diplôme de docteur en droit, auquel il ajoutera une licence spéciale en droit maritime, aérien et de l'espace. Léon Lubitsch rentre à Kinshasa en 1967, au moment où le jeune État est confronté à l'urgence de plusieurs réformes, celle du secteur judiciaire. Après un bref séjour au cabinet du président Mobutu, comme conseiller, il est nommé procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa. Avec la création de la Cour suprême de justice, il est promu procureur général de la République.
C'est alors qu'il sillonnera toutes les provinces du pays pour s'enquérir de l'état général de l'appareil judiciaire hérité de la colonisation. Les constats tirés de ces inspections lui permirent de concevoir, avec le concours du ministre de la Justice et de quelques juristes, les réformes judiciaires qui constitueront le socle de la justice nationale. Il s'agit notamment du nouveau code de l'organisation de la compétence judiciaire, du statut des magistrats, de la loi portant organisation et procédure devant la Cour suprême de justice et de la loi portant organisation et fonctionnement du barreau. Il initia et obtint le rapprochement de la justice du justiciable par la création des tribunaux de paix et l'essaimage des cours d'appel et des autres juridictions dans l'arrière-pays. Le dualisme existant entre les juridictions coutumières et celles du droit écrit fut supprimé. Il initia et obtint l'instauration de la procédure de flagrance et la criminalisation de la non-assistance à personne en danger. En 1977, dans la logique de l'unité de commandement des organes du parti, il est créé à côté du Conseil législatif et du Conseil exécutif un Conseil judiciaire avec à sa tête un président cumulant les fonctions de procureur général de la République et celles du ministre de la Justice. Monsieur Léon Kengwa Dondo portait à cette dignité, mit à profit ces nouvelles prérogatives pour accélérer les réformes commencées. Il mit en place l'inspectorat général des services judiciaires. Il se concentra sur les conditions de vie et de travail des magistrats. Corollairement, le système de contrôle et de suivi des magistrats fut renforcé. Un magistrat a-t-il été trouvé en état d'ébriété à Louébou? Le président du Conseil judiciaire en était aussitôt informé et la sanction illico infligée. Le président du Conseil judiciaire connaissait chaque magistrat et chaque magistrat connaissait le président du Conseil judiciaire. En marge de ce qui précède, l'auteur, toujours attaché à la science, s'était réservé un temps pour transmettre son savoir à la jeunesse à travers l'enseignement universitaire. Beaucoup de ces anciens étudiants, fiers de la formation reçue de lui, occupent aujourd'hui des fonctions élevées dans l'échelle sociale. Dans le cadre de la pratique judiciaire pure, Kengo s'était illustré à travers certains procès dans lesquels il avait occupé lui-même le siège du ministère public. Il convient de citer notamment le procès Koudiakoubanza et Munguldiaka, le procès Eketebi Monzolonga, le procès Général Bagala, le procès Luambo Makiadi et le procès Sokobank. Dans le même registre, il s'est distingué à travers ses mercuriales. « 12 heures au total furent prononcées pendant les 12 ans passés à la tête du ministère public. Ces mercuriales exposent les réflexions et les opinions du procureur général de la République sur diverses questions de droit. Elles constituent de véritables balises doctrinales devant orienter les magistrats et autres praticiens du droit dans les matières examinées. Elles ont été compilées par feu le professeur Moukadi Boni dans un ouvrage appelé « La pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kengwa Dondo ». Mais la brillance de réalisation de Kengo et l'éclat de son aura ne plaidèrent plus en sa faveur.
Cet homme, disait-on, avait acquis la capacité d'arrêter tous les acteurs du pouvoir, le président fondateur compris. Il fallait qu'il parte. C'est le 18 janvier 1980 que fut signée l'ordonnance le déchargeant de ses fonctions. Malgré sa faculté aiguë de résilience, l'ancien président du Conseil judiciaire sentit en son âme les secousses de cette éviction. Nous, alors membres de son cabinet, blottis à l'ombre de ce baobab, avions gardé la ferme conviction qu'il rentrait aux affaires sous une autre dorure. La suite de l'histoire le confirmera. Le 4 septembre 1980, Kengo est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg et représentant permanent d'Isaïr auprès de la communauté économique européenne. Sa conversion dans la diplomatie ne fut pas une sinécure. En tant que ministère public, comme il l'a souvent répété, il avait appris à aiguiser ses angles pour traquer les délinquants. En tant que diplomate, il devait les arrondir pour concilier les contraires et aplanir les difficultés. Pendant ce mandat, Kengo axera sa mission sur la normalisation des relations avec la Belgique. Il put acquérir des bourses et autres aides en faveur des étudiants zaïrois démunis. Pendant ses 2 ans de carrière diplomatique, il a rencontré plusieurs personnalités du monde politique, diplomatique et scientifique. Il a mené et participé à plusieurs négociations entre le Zaïre et ses partenaires. Des dossiers sensibles comme le contentieux belgo-zaïrois ont été traités avec soin et responsabilité. Il a également participé à plusieurs réunions avec le marché commun. L'auteur nous confie qu'un jour, le Premier ministre luxembourgeois s'était mis à lui décrire en aparté les qualités et le comportement d'un bon Premier ministre. Quelques mois après, soit le 5 novembre 1982, Kengo est nommé premier commissaire d'État, autrement dit Premier ministre. Les conseils prémonitoires du Premier ministre luxembourgeois, lesquels cadraient avec sa discipline de vie, lui revenaient constamment comme un leitmotiv. Il réorganisa le gouvernement en y mettant en place des structures de fonctionnement selon les matières. Il instaura le secrétariat général du gouvernement pour une meilleure coordination du travail. Avec ces réformes, il imprégna dans la conscience des membres du gouvernement l'esprit de discipline, le sens de la ponctualité, la notion du travail bien fait et celle du suivi dans l'exécution des décisions prises. L'avènement de Kengo à la primature, première édition, intervint au moment où le tissu économique du pays était désespérément délabré. L'unique thérapie possible, proposée par les institutions de Bretton Woods aux pays pauvres et très endettés, était les programmes d'ajustement structurel. L'objectif immédiat était de permettre aux États endettés de pouvoir bénéficier d'un échelonnement de leurs dettes afin de consacrer l'ensemble des ressources budgétaires à la stabilisation puis à la relance de l'économie. Ces programmes que le premier commissaire d'État avait conduits des mains de maître avaient permis de réduire la dette extérieure et de ramener la confiance des investisseurs. Cependant, les sacrifices à l'interne que nécessitait l'application de ces programmes ne furent pas compris par certains, à commencer par les caciques du parti.
Le gouvernement fut interpellé au sujet de ces programmes au cours de la session de clarification du MPR d'octobre 1986. Le 31 octobre 1986, Kengo est démis de ses fonctions à la primature. Mais, évitant l'humiliation de l'éviction, le président Mobutu le nomme le soir même commissaire d'État aux affaires étrangères et à la coopération internationale. Le poste de premier commissaire d'État fut résorbé par Mobutu lui-même. Nous voyons Kengo de nouveau associé aux fonctions diplomatiques, cette fois à la source, avec une vue d'ensemble des partenaires d'Isaïr. Mais ce mandat fut éphémère. Fidèle à sa nature proactive, il laissa deux arrêtés importants, l'un sur la restructuration du ministère et l'autre portant statut de diplomate. Les deux arrêtés sont toujours en vigueur. 2 mois après, soit en janvier 1987, Kengo est nommé président de la Cour des comptes. Il va s'occuper de l'installation et de l'organisation de cette structure, longtemps prévue dans la Constitution, mais jamais installée. Il rédigera tous les instruments juridiques de base de cette institution et mettra en place des structures matérielles et humaines de la Cour. Par ordonnance du 26 novembre 1988, Kengo est nommé premier commissaire d'État pour la deuxième fois. Le nouveau promu renouera avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, cette fois en poursuite du plan quinquennal visant le développement du pays à travers l'agriculture, les mines, la santé et l'éducation. Mais le délabrement économique hérité du gouvernement précédent vint amortir la conduite de ce programme. Le Premier ministre Mulumba Lukovi déclarera plus tard que les seuls programmes qui avaient donné des résultats dans ce pays étaient ceux conduits par M. Léon Kengo. C'est au cours de ce mandat que l'auteur nous parle des intrigues qui furent menées à son encontre par des courtisans pourtant proches de lui. Mais toujours proactif et serein, il savait transformer l'adversité en bien et passer à travers les mailles du filet. Kengo n'était pas coté parmi les militants zélés du parti. Il était tiède et intellectualiste, lui reprochait-on. Déjà en 1973, alors que j'étais jeune substitut du procureur de la République à Bukavu, nous, magistrats, étions instruits d'une directive du procureur général de la République, précisant que le bon citoyen, ce n'était pas celui qui chantait et dansait au salut au drapeau, mais plutôt celui qui pratiquait l'éthique et la déontologie dans son domaine d'activité et visait la perfection dans son travail. Les griefs formulés contre Kengo par les cadres du parti conduisirent à son départ du gouvernement le 25 avril 1990, au lendemain du discours historique du président Mobutu. Le 27 mars 1991, Kengo fonde le parti UDI, Union des démocrates indépendants. L'UDI, constitué exclusivement de cadres universitaires expérimentés, compte parmi les partis qui avaient milité pour un multipartisme intégral et pour la tenue de la conférence nationale souveraine. Elle s'était illustrée dans ses prises de position. Elle s'était illustrée dans ses assises par les prises de position de ses membres. Sa déclaration de politique générale, lue par son président Alexis Thambwe Mwamba, retint l'attention de l'opinion par son appréhension des problèmes du pays et par la pertinence de ses analyses.
En 1994, la course à la primature était devenue âpre au sein de l'opposition. L'élection organisée au Conseil de la République dans la nuit du 3 au 4 juin 1994 porta Kengo à la primature comme Premier ministre. C'était son 3e mandat comme chef du gouvernement. Le programme assigné à ce gouvernement était d'appliquer les recommandations de la Conférence nationale souveraine et celles du conclave politique du Palais de la Nation, résumées dans l'accord politique du Palais du Peuple. Un des dossiers brûlants de ce mandat que le nouveau Premier ministre aura à traiter, c'est le dossier Canafer. Il s'agit d'un groupe d'affairistes qui avait reçu de la Banque du Zaïre une mission d'imprimer les billets de banque. Il surimprima les 10 billets pour en distribuer frauduleusement le surplus à certaines autorités de la place. La hardiesse traditionnelle de Kengo permit de démanteler le réseau, d'éradiquer le fléau et d'assainir la situation financière et monétaire du pays. Le 8 décembre 1996, Kengo est reconduit au poste de Premier ministre. Mais le 4 mars 1997, après l'adoption controversée par le HCRPT d'une motion de censure du Conseil de la République, Bongombe Boulou, il déposa sa démission comme Premier ministre. Le 12 avril 1997, il fit la remise reprise avec le nouveau Premier ministre, le général Likoulia, et partit en congé en Europe. Ce congé va se muer en exil forcé avec l'entrée de l'AFDEL en mai 1997. Le rétrécissement des libertés et les dérives autoritaires du nouveau pouvoir conduisirent inexorablement le pays à l'accord de Sun City. La formule 1+4 fut adoptée pour une gestion concertée de la transition. En Belgique, où il se trouvait, Kengo ne sut résister à la voix stridente de son destin qui l'appelait à travers le hurlement de la mer. Il s'envola résolument pour Kinshasa. Mais ce retour au bercail ne se fit pas sans épreuve. Sur le boulevard Lumumba, son cortège est caillassé. À domicile, il est malmené par le parquet sans avoir été notifié d'une infraction quelconque. Son passeport est saisi puis restitué. Mais cet homme avait domestiqué sa personnalité à telle enseigne que ses écueils étaient par lui perçus comme de simples égratignures. En 2007, usant d'une campagne de porte-à-porte, il se fait élire sénateur de la province du Nord-Ubangi. Le 11 mai 2007, à la surprise de beaucoup, il est élu président du Sénat. Aussitôt, il s'attela à aménager les bureaux et les salles de réunion pour les sénateurs, les membres des cabinets et le personnel administratif. Pour calmer certains esprits, il précisa dans son discours d'ouverture que l'article 67 de la Constitution ne faisait pas de lui le vice-président de la République. Cette mise au point permit le dégel de ses relations avec la majorité. À la même occasion, il énonça les valeurs fondamentales qui allaient guider son action, notamment l'humilité, le sens du compromis et la passion pour la patrie. Étant au centre de l'échiquier, sa position lui permettait à tout moment de rassembler ce qui était épars. Au chapitre de la législation, 250 lois au moins
furent votés au cours des 2 législatures totalisant 12 ans. Sur le plan politique et sécuritaire, plusieurs textes furent pris pour consolider la paix et l'état de droit. Dans le secteur économique, outre les lois de finances et les lois de ratification de certains accords de financement ou de coopération économique, bon nombre d'autres lois ont été votées. Il en va de même au plan social et culturel. On citera notamment la loi cadre sur l'enseignement national, la loi sur la sécurité sociale, la loi sur la protection de l'enfant, celle modifiant et complétant le code du travail, alors que les personnes vivant avec handicap, etc. Au registre du contrôle parlementaire, tous les moyens de contrôle mis à sa disposition par la Constitution et par le règlement intérieur furent utilisés par le Sénat. Kengo avait donné une dimension inégalée à la diplomatie parlementaire comme instrument au service de la paix, de la liberté et des droits humains. À travers les affinités parlementaires qu'elle déclenche, disait-il, la diplomatie parlementaire rapproche les nations et les peuples. Elle est un outil de prévention et de gestion des conflits. Ensuite, de multiples visites bilatérales effectuées et reçues, ainsi que de la création de groupes d'amitié avec plusieurs parlements étrangers, le Sénat congolais a été présent et actif au sein des pays membres de la CPGL, de la CIRGL, de l'Union internationale de la francophonie et de la SADC. À l'interne, Kengo avait doté le Sénat d'une administration moderne et motivée. Il s'était investi à améliorer progressivement la rémunération et les conditions de vie des sénateurs et de tout le personnel. Il avait renforcé leurs avantages sociaux, notamment la prise en charge médicale, la dotation en crédit voiture, l'octroi d'1 mois de gratification salariale à la fin de chaque année, une intervention en termes de contribution aux frais scolaires au profit de chaque salarié, la dotation du personnel administratif en moyens de transport en commun. Sous une autre rubrique, le président Kengo s'était distingué dans son rôle d'aplanisseur des conflits, ou mieux, de gardien du temple dans la gestion de la crise congolaise. 3 occasions majeures lui permirent de contribuer à la résolution de cette crise. C'est d'abord les concertations nationales, dont il a eu à assumer la coprésidence à côté de son collègue de l'Assemblée nationale. Ce fut, après la conférence nationale souveraine, l'un des grands forums ayant marqué l'histoire politique de notre pays. À l'issue de ces assises, 789 recommandations furent formulées. Malheureusement, des tergiversations furent observées pour leur application. Aux 2 autres assises, à savoir les négociations de la Cité de l'Union africaine, puis les pourparlers grecs du centre interdiocésain, sans avoir été impliqué au plus haut niveau, il a néanmoins siégé comme membre. Au final, toutes ces négociations ont permis d'éviter la modification des dispositions verrouillées de la Constitution et l'ouverture d'un 3e mandat pour le président alors en exercice. Ceci déboucha sur l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018 et à la passation du pouvoir au sommet de l'État le 25 janvier 2019. Après tout, quelle est la conclusion que j'ai tirée de cette lecture? Ce livre est au départ une autobiographie. Il relate le cheminement d'un homme qui a germé à travers les épreuves de la vie,
pour accéder à la réalisation de soi et consacrer son charisme et tout son potentiel au service de la patrie. Mais l'ouvrage ne s'arrête pas à cette simple narration. Plusieurs genres littéraires viennent s'y enchevêtrer. Par moments, l'auteur marque une pause pour professer sa foi politique et philosophique. Il nous livre sa conception du pouvoir, de la République, du travail, de la justice. On peut aussi affirmer qu'il s'agit d'un livre d'histoire politique. Il nous éclaire sur les dossiers brûlants et les faits saillants qui ont émaillé l'histoire politique du pays depuis son accession à l'indépendance. Il aborde des sujets comme le portefeuille du Congo postcolonial, la table ronde économique de juin 1960, le contentieux belgo-congolais, la genèse et l'idéologie du mouvement populaire La Révolution, la politique du recours à l'authenticité, le rapport Blumenthal, les deux guerres du Chaba, mais aussi la vérité sur la prima curia, le phénomène du Titimboka. Les figures de rhétorique sont utilisées à bon escient pour produire les effets voulus dans la conscience du lecteur. Le présent historique, cher à la narration, revient comme un refrain et redonne vie à des événements anciens. Des personnalités longtemps disparues reprennent force et vigueur. Nous revivons les intrigues du palais, les coups bas, les luttes pour le positionnement politique. Beaucoup d'épisodes de la vie de l'auteur ont cependant été éludés. Autrement, l'étendue du pays serait étroite pour contenir les livres qu'on écrirait. Mais la partie qui nous est livrée est rendue avec art par celui qui a été acteur et témoin vivant de l'histoire mouvementée du Congo depuis l'indépendance. Tous ceux qui se donneront le privilège de s'abreuver à cette source découvriront dans cet ouvrage la pensée, le vécu et les œuvres de M. Léon Kengwa-Dondo. Ils y trouveront également les réponses aux multiples questionnements que soulève l'histoire politique du pays. Les quelques coquilles de forme qu'ils y croiseront ne ruinent pas la substance de l'ouvrage. Elles seront élaguées dans la prochaine édition. À la même occasion, les suggestions des lecteurs seront prises en compte. Je recommande donc vivement la lecture de ce livre à toute l'élite congolaise. Après les témoignages qui seront formulés ici, la parole sera donnée à l'honorable président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, pour le vernissage de l'ouvrage. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.